Matryoshka. Alors Olivier Truffinet est membre du mouvement pour un réveil écologique et Jas est membre de Youth for Climate. Merci à vous deux de vous asseoir où vous le souhaitez, évidemment. Et merci d'être là et merci d'avoir attendu puisqu'on a quand même un petit temps de retard, qu'on est samedi après-midi et qu'il fait hyper beau dehors. Donc vraiment déjà votre investissement est déjà notoire. Merci, merci à vous. Je me tourne vers vous Olivier Truffinet, vous avez 23 ans. Vous avez un micro aussi. Et vous êtes donc membre de ce mouvement pour un réveil écologique. Qu'est-ce que vous portez au travers de ce mouvement et en quoi vous avez cette envie de faire entendre un message? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà. Pour un réveil écologique, pour retracer un peu l'histoire du collectif, c'est parti à la base du manifeste pour un réveil écologique, qui est un texte qui a été publié en septembre 2018, coécrit par un certain nombre d'étudiants de l'enseignement supérieur français. Et le texte disait une chose assez simple, il disait que les étudiants signataires étaient allés sous peu rentrer sur le marché du travail et qu'ils ne se reconnaissaient absolument pas dans les emplois qui leur étaient proposés, le modèle de société qui leur était proposé, et que ça les mettait grandement en difficulté personnelle, et qu'ils n'iraient tout simplement pas travailler pour des employeurs qu'ils estimaient en désaccord complet avec leurs valeurs. Donc le texte a été publié comme un manifeste pour signature par le plus grand nombre. Et son succès a étonné ses rédacteurs même, puisque en quelques semaines, il a récolté 30 000 signatures d'élèves des grandes écoles. 30 000 signatures, on peut se demander dans l'absolu est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça représentait de 1 tiers à 50% des promos qui étaient à l'époque à Polytechnique, HEC, Sciences Po, l'agro et compagnie. Donc il y a quand même un grand nombre d'étudiants du supérieur qui ont partagé ce constat, qui ne se reconnaissaient absolument pas dans la société et le monde qui lui était proposé. Donc voilà, ça c'était quand même un message assez fort. Et vous qui êtes justement, qui avez été à l'école Polytechnique, est-ce que vous avez l'impression que quand on signe un papier, et qu'on est 30 000 à signer un papier, c'est rapide de signer un papier après tout. C'est pas non plus un engagement de dingue. Est-ce que vous avez l'impression que bon, dire tu préfères le bien ou le mal, moi je préfère le bien, bon ça paraît assez évident. Mais est-ce que vous avez l'impression que derrière il y a autre chose qui est porté et est-ce que vous le voyez vous maintenant que vous avez adhéré à ce mouvement, mais aussi que vous voyez les étudiants dans leur globalité, ceux qui ont peut-être signé mais qui n'ont pas adhéré? C'est une excellente question, c'est ce qui occupe à peu près mon engagement de tous les jours. C'est compliqué, c'est très compliqué d'estimer ça. J'en parlais l'autre jour et tout à l'heure avec des copains, il y a un désaccord assez flagrant aujourd'hui entre observe dans les sondages où on voit que 80-90% des Français mettent l'écologie dans leurs préoccupations principales et nous militants qui avons l'impression que les choses ne changent pas assez vite, voire pas du tout. Quand même sur la question des emplois, si on est quand même un peu... J'ai effectivement pas mal de camarades, de devant ma promo qui sont partis faire des choses absolument pas vertueuses, enfin pas spécialement vertueux. Et quand même, quand on les revoit 2-3 ans après, il y en a beaucoup qui ont quitté leur boulot au bout de 1 an parce que vraiment ils ne s'y retrouvaient pas. Il y en a beaucoup qui entre-temps ont eu leur révélation écolo. Ils n'ont pas eu le temps de l'avoir en école parce qu'ils étaient trop occupés à faire d'autres trucs. Mais voilà, après 1 an de travail, ils ont regardé quelques vidéos, parlé avec quelques copains et voilà, ils quittent leur premier boulot, ils se posent des questions, ils vont faire des trucs complètement différents. Donc, et ils font quoi d'ailleurs? Parce que la question c'est, on voit quel modèle on a envie de quitter, mais après tout, on va venir à la discussion aussi ensemble, Jas, mais on quitte un modèle et lequel on a envie de reconstruire. Ah bah ça c'est une autre question, c'est est-ce qu'il y a vraiment des alternatives aujourd'hui suffisamment convaincantes? Un de nos gros axes de travail pour un réveil écologique, ça a été d'essayer d'évaluer un peu ce que faisaient les entreprises, notamment françaises aujourd'hui pour l'environnement. Est-ce qu'elles étaient à la hauteur? Est-ce qu'elles avaient des stratégies de réduction de leurs impacts qui tenaient la route, etc. Le constat, c'est que quand même très peu. Sur des trucs aussi bêtes que publier l'intégralité de son bilan carbone de manière convaincante, on est à même pas 20% des entreprises qui font correctement, enfin du CAC 40. Donc non, aujourd'hui il y a un très gros déficit il y a très peu d'entreprises qui font ce qu'il faut, et donc très peu de débouchés complètement liés sur la valeur. Et d'où un certain désarroi des étudiants de mon âge qui cherchent des manières de s'engager par leur travail et ont parfois du mal à le trouver.
Et vous faites quoi alors? Vous avez fini vos études? Alors moi j'ai commencé une thèse personnellement dans le nucléaire. Je suis désolé, c'est complètement un autre sujet. Je sais peut-être des gens ici à qui ça plaît pas, mais je suis assez sûr de moi là-dessus. Voilà, ce qui est sûr, c'est que il y a des débouchés. J'ai plein de copains qui ont travaillé dans la fonction publique, dans des boîtes de l'ESS, l'entrepreneuriat social et solidaire, dans des boîtes plus classiques, mais qui ont quand même commencé à prendre la bonne direction. Mais voilà, il faut chercher, il faut trouver. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'arriverait pas à caser 100% des jeunes diplômés dans des emplois responsables, ça c'est très clair. C'est tout l'intérêt de faire évoluer les entreprises et tous les employeurs dans la bonne direction. Jess, on l'a dit, je crois que vous avez le droit à un micro par personne, ça roule. Il n'y en a pas. On va vous le trouver très rapidement. Ah, là juste... on vous l'a caché. C'est pas sympa. Voilà. Jas, comme on le disait, et on l'a répété plusieurs fois, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses, il y a des points de vue, il n'y a pas un mouvement d'engagement, il y en a plusieurs. Et pour un réveil écologique, on entend la façon dont porte la parole du mouvement Olivier Tuffinet. Il y a quelqu'un derrière aussi qui est, je sais pas. Et puis, vous, au niveau de Youth for Climate, comment est-ce que déjà vous avez envie de réagir à tout ce que vous avez entendu, et même tout à l'heure à Heinz Wiesmann qui a évoqué la figure de Greta Thunberg. Votre point d'entrée, ce serait quoi par rapport à tout ça? Moi, je sais pas, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je suis à la fois Youth for Climate et à la fois effectivement dans une école. Donc ce discours, je l'entends aussi, mais j'entends aussi ce qui est de l'autre côté du mur. Je côtoie aussi des gens qui sont déscolarisés, des gens qui sont déjà dans des emplois agricoles, on va dire, en agroécologie, etc. Donc c'est vrai que j'ai dit déscolarisés volontairement. Volontairement, c'est une démarche du mouvement. Et c'est ça que vous dites. oui, voilà. Et aussi, à Youth for Climate, il y a beaucoup de jeunes qui ont entre ça va de 12 ans à 24 ans. Donc je vois aussi des jeunes qui sont au lycée et qui n'ont absolument pas envie de travailler, en tout cas pas travailler dans le sens capitaliste du terme, c'est-à-dire pour vendre sa main-d'œuvre et remplir les poches des capitalistes et des exploiteurs. Qu'est-ce que je voulais dire donc, par rapport à Heinz Wiesmann, je dois admettre que j'ai pas tout écouté, même si effectivement il y a ce besoin d'écoute générationnelle qui est primordial. C'est vrai que nous on a de plus en plus de mal, en tout cas Youth for Climate et moi aussi de mon côté, à faire confiance aux anciennes générations en fait, qui sont aux manettes, et malheureusement même si on peut se dire bon, on va faire confiance aux nouvelles générations qui rentrent par exemple à Polytechnique, qui rentrent à Sciences Po, etc., on se dit oui bon, ces nouvelles générations ont été éduquées et intériorisé les enjeux écologiques, donc ça veut dire que quand ils seront au pouvoir, ils vont réussir à les mettre en œuvre, ces promesses. Sauf que finalement, on se rend compte que Sciences Po, Polytechnique, etc., c'est des écoles qui ont été fondées il y a longtemps et qui en fait forment les étudiants sur les mêmes bases pédagogiques que leurs aînés. Donc, et à partir du moment où on entre en fait dans les institutions, on est complètement déterminé par elles et on n'en sort pas et on n'arrive pas justement, même si on est extrêmement radical dans nos manières de voir les choses et de volonté de changer le système, on va justement être coincé par des mécanismes qui soient économiques ou autres. Donc voilà, donc moi en tout cas mon approche c'est vraiment de dire qu'on a besoin d'un système, en tout cas d'un nouveau système anticapitaliste, antiraciste, décolonial, qui essaie de s'émanciper de toutes les valeurs destructrices, que ce soit des êtres humains ou des êtres non humains, et que ces alternatives existent, même si elles sont à des échelles très réduites. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, il y avait les zapatistes au Chiapas, qui sont bien installés depuis une vingtaine d'années maintenant. Bon, là, il y a des petits conflits en ce moment, mais sinon, en général, ils ont réussi à complètement créer une société en fait sans État, à créer leurs propres moyens de régler les conflits, leurs propres moyens de subsistance. On a vu que ça s'était déroulé aussi en France avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui il y a 10 ans ont commencé un long combat de lutte. Ils l'ont gagné pour empêcher la construction d'un aéroport. Maintenant, bon, il y en a toujours des conflits, mais c'est toujours des gens qui parfois vivent sans être déclarés. Enfin, il y a eu des enfants qui sont nés de la lutte et qui n'ont jamais été déclarés à l'administration française. Donc voilà, c'est une petite société qui parvient en fait justement à contourner toutes les normes, toutes les règles sociales,
Voilà, donc je pense que les alternatives existent, c'est juste qu'elles ne sont pas assez diffusées, ou en tout cas quand on en parle trop mal, ou on les dévalorise directement parce que ça serait des vilains cutéreux ou autres qui voudraient tout détruire, alors que ce n'est pas le cas. C'est des nouvelles valeurs qui se créent, justement. On n'a pas parlé de valeurs. C'est des nouvelles valeurs qui vont être justement, qui vont essayer de dire que le métaverse, c'est pas ce qu'on veut, que nous, on veut des nouvelles valeurs qui prennent en compte tous les vivants, etc. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous suivez comme cursus? Quel âge est-ce que vous avez? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à adhérer à un mouvement comme Youth for Climate qui se veut justement casser toute forme de modèle et aller vers quelque chose de complètement alter? Vous parlez de Notre-Dame-des-Landes ou alors de ce qui se passe chez les Zapatistes qui sont des systèmes absolument... enfin, si ce n'est... c'est pas des systèmes d'ailleurs, qui sont des fonctionnements absolument radicaux. Donc vous cherchez une forme de radicalité. Qu'est-ce qui vous fait cheminer vers cette radicalité, après tout, puisque si on revient aux différentes vérités exprimées par Heinz Wiesmann, mine de rien, il y a aussi une affaire de subjectivité là-dedans. Qu'est-ce qui vous fait cheminer vers ça? En fait, finalement, la radicalité, on l'atteint très très tôt, à partir du moment où on s'engage. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti qu'ont la plupart des militants et des militantes dans les mouvements que je fréquente. Moi, c'était, je sais plus trop, il y a peut-être 3 ans, quand j'avais 16 ans. Quand les mouvements climat ont commencé à émerger, je m'y suis intéressé de loin. J'avais encore confiance peut-être à réussir à parvenir à faire changer la direction que prenaient les actions des gouvernements. Malheureusement, après 3 ans de marche et 2 ans de Covid, on s'est rendu compte que rien n'avait été fait, que les accords étaient au contraire, qu'on régressait en fait. Donc on arrivait à un tel point où plus l'écologie et les autres enjeux liés à ça sont médiatisés, moins ils sont pris en compte. Donc là, on en arrive à un point où moi, je ne fais... C'est un constat que vous le percevez, ou alors c'est une analyse que vous faites parce que ça pose un vrai sujet sur lequel on va revenir quand même longuement, c'est la question de la conscience culturelle et de l'acculturation avec tous ces sujets. Vous dites, plus on le sait, plus on s'en fout, alors qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent. Alors, sur quoi vous basez ça? Je sais pas, déjà du point de vue des gens, j'ai l'impression que plus les gens le savent, plus ils sont au courant que une grande masse de personnes le sait. Donc finalement, on va se dire, j'ai envie de me renfermer dans un petit cocon et rester passif. En fait, j'ai l'impression que effectivement, il y a une énorme conscience des enjeux climatiques. Il y a de moins en moins de climato-sceptiques. Par contre, on a tendance à vouloir un peu s'abriter, se cacher, parce que on n'a pas envie d'aller au devant de ça. Et dans le sens où c'est pas la faute des gens. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas la posture qu'on adopte à Youth for Climate, c'est la faute des gouvernements, des entreprises qui n'agissent pas et qui ne montrent pas le bon exemple, malgré nos actions sur le terrain. Et donc, c'est ça qui nous fait dire que c'est à nous maintenant de nous prendre en main et de créer ces alternatives en dehors des institutions. Voilà, et j'ai oublié le début de la question. C'est pas grave, mais en tous les cas, ce que ça m'amène à vous poser comme question, c'est quand vous voyez aujourd'hui certaines entreprises ou certaines filières qui sont en mouvement. Alors c'est sûr que quand on est à bord d'un tout petit bateau, on peut tourner plus facilement que quand on est à bord d'un paquebot. Le mouvement est bien plus long, il y a une inertie et on peut l'entendre, même si je n'ai pas fait de physique, mais je vois à peu près le truc. Est-ce que chaque petit mouvement qui est engagé vous paraît finalement quelque chose de gagné, ou la radicalité qui est la vôtre fait que vous le voyez avec un peu de distance, de cynisme ou d'aquabonisme ou de déclinisme? Non, il ne faut pas avoir une posture surplombante et dire que ce que nous on fait c'est la bonne chose. Par contre, on peut critiquer justement cette politique du petit geste, comme on aime à l'appeler, qui est en fait valorisée par les dirigeants pour effectivement fuir ce qui eux les attendent, c'est-à-dire changer drastiquement leur manière de voir le monde et de gérer le monde. Donc en fait, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites là-dessus, et c'est que même si tout le monde adoptait des comportements 100% écologiques, refaisait sa maison, etc., changer, la rénover, etc., eh bien on ne parviendrait qu'à réduire de 25% les gaz à effet de serre. Donc... Alors, oui, dis-moi. Cette étude, c'est une étude du Chief Project, et je trouve qu'elle est souvent mal citée parce qu'il y a 2 chiffres en réalité, il y a 25 et 45%. 25%,
une réduction raisonnable des consommations individuelles, et 45%, c'est une réduction qualifiée de héroïque, qui en réalité n'est pas si héroïque que ça. En gros, pour vous donner un schéma, 25%, c'est je mange moins de viande et je prends moins l'avion. 45%, c'est je mange plus de viande, plus l'avion. Et voilà. Je trouve que c'est un peu trompeur de dire que 25%, alors qu'en réalité, c'est au moins... Enfin, ça... On frise la moitié. Voilà, on frôle la moitié, et peut-être qu'on aurait pu aller encore plus loin en considérant des modes de vie vraiment plus radicaux, avec moins de consommation. Enfin, voilà. Juste une petite question avant qu'on continue et qu'on fasse intervenir nos invités. Vous êtes plutôt positif ou négatif sur votre devenir, et est-ce que vous pensez avoir un travail des enfants? La priorité à celui qui veut l'apprendre. Je vais quand même essayer d'être à peu près honnête. Non, je suis assez pessimiste dans la vie de tous les jours. Je ne pense pas avoir d'enfants, pour cette raison comme pour d'autres. Mais par rapport à ce que vient de dire Joss, je suis bien sûr, comme à peu près tous les militants, je trouve que toutes les choses vont beaucoup trop lentement, etc. Et je fustige les petits gestes, je fustige tout ça. Il y a quand même, je dirais quand même un truc, c'est que voilà, pour un écologique, par nos premiers emplois, par nos recherches, etc., on se pose quand même beaucoup la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se met aujourd'hui en branle comme mouvement dans les sphères de décision, les directions des entreprises, les gouvernements, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même des très grosses choses qui sont en train de se jouer. C'est pas que des petits gestes, c'est pas que les touillettes en plastique. Il y a quand même des vraies grosses questions qui sont en train de se poser sur les taxes carbone, l'ajustement carbone aux frontières en Europe. Donc, typiquement, voilà, est-ce qu'un jour le carbone va être taxé? Est-ce que, ce qui est déjà un peu le cas, est-ce qu'on va taxer aux frontières, c'est-à-dire pénaliser les produits très polluants qui nous viennent de Chine ou d'ailleurs? Est-ce qu'un jour on va avoir des politiques très ambitieuses sur le chauffage, le logement? Enfin, voilà, des vraies grosses questions qui concernent vraiment le cœur de nos émissions et qui changeraient énormément de choses. Aujourd'hui, ces sujets sont quand même abordés. Et ils sont quand même abordés dans les plus grosses hautes sphères de nos gouvernements et de nos entreprises. Donc voilà, c'est pas faux, c'est pas vrai de dire que c'est que des petits pas. Est-ce que toutes ces évolutions seront suffisamment rapides et suffisamment ambitieuses tout de suite pour nous éviter des gros problèmes? C'est pas sûr du tout. Mais voilà, je suis pas confiant. Ça vous donne pas envie d'avoir des enfants pour autant et d'imaginer un devenir de même que je suis pas confiant dans nos dirigeants. Je pense pas du tout qu'ils soient à la hauteur des enjeux, etc. Pour autant, je trouve ça faux de dire qu'il se passe absolument rien. Et j'ai quand même un petit espoir que tous ces gros trucs qui sont en train de se mettre en branle un jour suffisent. Et vous, Jas, est-ce que... Du coup, moi j'avais un peu la même posture avant, il y a quelques mois. Et on m'avait posé la même question. Maintenant, j'ai envie de dire que je suis optimiste. Bon, je m'explique déjà sur les enfants. Je pense que je n'en veux pas non plus, dans le sens où c'est pas tellement parce qu'il va y avoir trop de monde sur la planète dans 40 ans. C'est plus dans le sens où je n'ai pas envie de le confronter ou de la confronter, enfin ma fille ou mon fils ou autre, au monde qui les attend si rien ne change. Voilà, ça sur le point des enfants. Ensuite, je suis optimiste dans le sens où, pas parce que on parle de plus en plus de bilan carbone, etc. dans les entreprises, mais parce qu'il y a des gens qui sont de plus en plus déterminés à ne plus suivre ce mode de fonctionnement et de consommation, etc. Je prends l'exemple, par exemple, je prends l'exemple des luttes contre les grands projets inutiles en France. C'est-à-dire que c'est plein de petites localités, des gens qui sont parfois 5-10 et qui arrivent à faire chuter un projet d'une grande entreprise, Amazon, dans le Var par exemple. Ils ont réussi à interdire la mise en place d'un entrepôt qui allait détruire littéralement plein d'écosystèmes, etc. Ça va être aussi des gens qui vont se dire, par exemple, je prends l'exemple des Soulèvements de la Terre, qui est un collectif militant qui a pour vocation de récupérer les terres aux exploitants qui les massacrent en fait. Et donc le but, ça va être par exemple d'envahir, là il n'y a pas longtemps ils ont envahi le site Céveso à Lyon, en Villefranche de Monsanto. Ça va être ça, c'est-à-dire ils ont essayé de mettre en place un nouveau rapport de force. Et c'est là où je suis optimiste, c'est qu'il y a une prise de conscience que effectivement, rien n'est fait. Du coup, les gens sont capables de se dire on est prêt à prendre des risques, on est prêt à sacrifier effectivement des journées de travail et à créer autre chose. Et c'est cette autre chose dans lequel j'ai confiance. Donc en fait, ce que j'entends au travers de ce que vous dites, c'est que vous avez confiance dans l'opposition, mais pas forcément confiance dans ce qui peut changer à l'intérieur du système. Et on va quand même voir si d'une certaine façon on arrive à changer. Et c'est pour cela que j'appelle tout de suite Jérôme Cohen à venir nous rejoindre, si vous voulez bien. Matrioshka.
Alors Jérôme Cohen, vous êtes musicien, baryton. Vous avez participé à la création du Women's Forum que vous avez dirigé pendant 2 ans. Vous avez aussi créé Engage en 2016 pour donner à tous l'opportunité de devenir acteurs de la transformation sociale et environnementale. Et puis vous avez aussi contribué à la création du Grand Défi avec Virginie Resson-Victor. Je veux bien, si vous voulez bien, en préambule, puisqu'on a entendu quelques postulats de départ d'Olivier et de Jas dans leur rapport au travail. Oui. En effet, il y a un défi qui est immense. Le Grand Défi, qu'est-ce que ça a pour mission, justement ? La mission du Grand Défi, c'est comment réussir à provoquer par une sorte de consensus fort une transformation massive. Et alors, il y en a plein qui essayent. Donc, nous, on a un process ou une ambition qui rejoint d'autres ambitions, mais qui essayent de faire les choses un peu différemment. Donc, on sait... À quelle échelle ? Parce qu'on à l'échelle, pour l'instant, à l'échelle de l'économie et des entreprises en France. Voilà, soyons modestes et on verra si d'autres veulent s'en emparer et le faire à côté. Donc, en fait, vous avez fédéré 150 entreprises, un peu plus ? Non, je ne le dirais pas comme ça. Mais enfin, vous dites comment ? On s'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat en disant que c'était un processus d'apprentissage qui nous avait semblé extrêmement intéressant, parce que dans les 150, il y avait énormément de climato-sceptiques, de gens qui étaient dans le doute, etc. Et que progressivement, assez rapidement, ils avaient été amenés, je veux dire, à imaginer des propositions très percutantes et très fortes. On s'est dit, aujourd'hui, ce qu'il faut changer aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'économie et le monde de l'entreprise. Et donc, pour réussir à faire des transformations, je pense qu'il faut que ces entreprises elles-mêmes s'emparent de ces sujets et ensuite travaillent, s'approprient pour ensuite mettre en place ces transformations. Pas simplement leur imposer, même si le cadre législatif est élément fondamental. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut adapter comme process de la conscience citoyenne pour le climat pour ce milieu économique et pour les entreprises. Donc, on a imaginé, je vais le faire très rapidement pour ne pas ennuyer tout le monde, un processus en 3 étapes. Le cœur du sujet, c'est on est en train d'ailleurs de tirer au sort 150 entreprises à travers toute la France. Donc déjà, c'est pas celles qui s'engagent naturellement le plus... c'est pas leur vérité première, c'est juste que vous les définissez. C'est-à-dire que on va tirer parmi une base de données de 12 000 entreprises 150. On part d'une base de données de 120 000. On en tire ensuite 20 000 au sort. Et après, on essaye d'en convaincre 150 de monter dans le bateau. Ce qu'ils ont fait à la Convention citoyenne avec 150 000. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Oui, alors il y a des critères de taille, de territoire, de secteur d'activité, de type de statut, etc. Donc on arrive à avoir ce panel. Ces 150 entreprises, en fait, on voulait qu'elles soient finalement d'une part représentatives du tissu économique français, mais on voulait aussi qu'elles soient missionnées finalement par l'économie française, qu'elles représentent ou qu'elles travaillent pour plus gros que ces 150 en fait. Et donc on a d'abord organisé une communauté de partenaires qui sont aussi bien des partenaires institutionnels comme l'ADEME, l'Office de la biodiversité, la CDC, des réseaux d'entreprises dans lesquels il y a aussi bien des entreprises extrêmement convaincues que pas très convaincus ou pas du tout convaincus, des acteurs de la transformation comme le WWF, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Comité 21, etc., etc. Et puis des réseaux d'étudiants, de jeunes. Donc d'ailleurs, le Réveil écologique est partenaire du Grand Défi, parce qu'on voulait évidemment que cette jeunesse qui a des revendications et des positions qui peuvent être différentes, il ne faut pas caricaturer toute la jeunesse, etc., mais fasse entendre sa voix. Donc, dans un premier temps, on fait une grande consultation qui réunit tous ces acteurs. Donc, aujourd'hui, on a eu pour l'instant, je crois, 15 000 contributions pour que tous ces acteurs puissent mettre en avant, exprimer les freins à cette transformation qui va assez vite. Donc, elles expliquent pourquoi, leurs besoins pour accélérer cette transformation, et ensuite qu'elles commencent à mettre en avant des propositions. Sur cette base, les 150 tirés au sort vont travailler pendant 6 mois. On commence à Lille le 14 ou 13 mai et on finit à Paris au mois de novembre. Et donc, elles auront pour mission de ces 150, aidées par tous ces partenaires, finalement, d'exprimer les moyens, la façon de réaliser ensemble une transformation de l'économie qui soit véritablement massive. Voilà.
Et dans un troisième... Dans quelle échelle de temps on s'inscrit là, en fait? C'est-à-dire C'est-à-dire entre le moment où ces 150 entreprises sont identifiées et un temps d'action. Ah, le processus du grand défi. Et il commence en mai, les 150 réunis 6 fois, ça commence en mai, et ça finit en novembre, et à Paris, à l'Académie du climat. Et à partir du mois de novembre-décembre, on va travailler avec tous ces partenaires pour que ce ne soit pas un livre blanc, parce que des livres blancs ou des propositions, il y en a plein. La question aujourd'hui, c'est comment cette transformation est véritablement mise en place. Et donc ça, on travaillera, et c'est avec tous ces partenaires, parce qu'on estime qu'étant partenaires, elles vont avoir envie de porter, de faire ce plaidoyer envers le monde économique, ce plaidoyer envers le monde politique, mais aussi cette mise en place concrète. Voilà, c'est ça qu'on veut mettre en place. Donc c'est une aventure démocratique de transformation massive. Enfin, c'est ça qu'on souhaite pour finalement que ces 150 représentants d'entreprises, avec tout un cortège de partenaires, eh bien, inventent en quelque sorte une nouvelle prospérité, voilà, économique, humaniste, écologique, et qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans la transformation. Voilà, c'est ça le grand défi. Est-ce que vous en avez entendu parler, par exemple, Jas, et qu'est-ce que ça vous évoque, puisque a priori, ça vous paraît à côté? Non, je dirais pas ça. J'en ai pas entendu parler. Mais moi déjà, dès qu'on me parle de Constitution pour le climat, ça me plaît un petit peu parce que c'était le plus grand exemple démocratique du quinquennat Macron et ça le restera, je pense. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je critique, c'est pas tellement l'entreprise en tant que telle, même un peu quand même, mais c'est plutôt les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de prendre exemple, en tout cas pour commencer. Et si LVMH, si Bayer Monsanto, si les grandes banques françaises continuent à utiliser des énergies fossiles, continuent à exploiter et à soutirer des milliers de profits alors que des gens crèvent dehors, forcément, ça ne va pas donner à certaines entreprises plus petites, des PME des TPE, l'envie de changer ou en tout cas d'intégrer cet enjeu écologique dans leur politique. Voilà. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Il faut faire accélérer d'abord les plus gros pollueurs, évidemment, par secteur d'activité, par taille. Mais je pense qu'aussi, il faut réussir à faire que les écosystèmes de ces entreprises évoluent et changent fondamentalement. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le grand défi, on a aussi bien tiré au sort des très grosses entreprises du CAC 40 que des petites entreprises. On a commencé à 20 salariés. Et je pense que ce dialogue et cette inspiration, cette transformation, elle naît aussi, comme au niveau générationnel, me semble-t-il, du débat entre ces grosses boîtes, des toutes petites entreprises. Et puis, il ne faut pas oublier que le socle ou le tissu économique français, je crois que sur les 3 millions ou je ne sais pas combien d'entreprises, il doit y avoir 2 millions, 800 000 PME. Donc, si on ne fait pas transformer ce tissu économique-là, et toute la chaîne de valeur d'ailleurs d'un secteur d'activité, avec des très grosses boîtes, leurs fournisseurs, etc., je pense qu'on ira pareil, la transformation sera pas suffisante. Alors moi, je comprends en théorie. Ça marche mon micro? Il marche mon micro? Oui. Donc je comprends en théorie ce que vous dites et je comprends l'enjeu et je comprends l'ambition. C'est déjà pas mal, merci. Merci, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais parce que ça fait 3 jours qu'on parle de ce genre de sujet. Donc je comprends ce que vous dessinez. Maintenant, on comprend bien qu'aujourd'hui, on tend tous vers un même désir, globalement. La méthode. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment on arrive à changer de modèle. S'il y a des jeunes qui sont en défiance par rapport au monde de l'entreprise, parce qu'elles ne croient pas à sa capacité à changer. Qu'est-ce qui fait que le curseur bouge? Je pense que les entreprises... il y a plein de choses. Peut-être que tu pourras répondre après, mais je pense qu'il y a une très grosse crainte dans l'entreprise aujourd'hui. Et la crainte, les risques qu'elles identifient, même si ce n'est pas forcément une démarche fondamentalement éthique, mais ça peut permettre d'accélérer aussi leur transformation. Je pense qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises, moi chez Engage notamment, et on voit naître des véritables craintes quant à leur propre avenir. Donc le fait par exemple de pouvoir recruter des talents aujourd'hui, et ça vous le défendez beaucoup au Réveil écologique, évidemment, si demain elles ont la pression de l'externe, elles ont la pression du consommateur, mais elles ont aussi la pression en interne ou ceux qui refusent désormais de rentrer, je pense que ça peut quand même
les pousser à rentrer. Et le but, je crois, de la transformation, certes, on aimerait tous, hein, on développe énormément de formations sur le sujet, de parcours, de programmes, etc. Et parfois, on est un peu frustré en disant on aimerait tellement que ça vienne d'eux et que ce soit naturel. Bon. Après, il faut voir que ceux qui freinent beaucoup dans les entreprises, ce sont bon, je vais être très caricatural et pardon, mais c'est plutôt le manager blanc de 50 ans qui a des responsabilités et qui a pas un grand intérêt à que ça bouge vite, parce qu'il a son gros salaire. Il peut avoir des enfants. Il peut avoir des enfants, absolument. Et non, il peut avoir des enfants. Oui, absolument. Oui, donc ça peut être un vecteur. Mais en interne, les blocages, ils sont beaucoup à cet endroit-là. Donc, s'ils ont la crainte de ne plus pouvoir recruter, s'ils ont la crainte de ne plus pouvoir vendre, etc., il va bien falloir qu'ils se mettent à bouger. Et vous étiez, non, je rigole pas né, si, mais quand on voit déjà l'évolution de la conscience sur ces questions-là, et je mettrais vraiment climat et biodiversité, même si sur la biodiversité, ça bouge beaucoup plus lentement, parce que c'est à mes yeux beaucoup plus complexe, il y a eu quand même une évolution majeure depuis 3-4 ans, en fait, dans la conscience, et en tout cas dans le fait déjà qu'on en parle, et qu'on parle beaucoup plus librement et beaucoup plus largement. Maintenant, la problématique, c'est comment cette prise de conscience s'en transforme en action, en déblocage fondamentaux. Et ça, voilà, c'est là où on n'est pas encore, et c'est là aussi qu'il y a un travail peut-être, je ne sais pas si on peut dire de longue haleine, parce qu'on ne peut pas s'en satisfaire, mais un travail peut-être de harassement continu, qui, j'espère, finira par payer. La question, c'est quand? Est-ce que la question du temps qui reste est une question qui vous inquiète, qui vous taraude, ou finalement le fait que les choses bougent vous rassure? Non, la question du rythme des transformations, elle est évidemment complètement cruciale. Enfin, c'est clair que décarboner en 80 ans, c'est pas la même chose que décarboner en 30 ans. Mais pour revenir sur la question précédente de comment faire bouger le curseur et de ce qui fait que les jeunes sont réticents, que les grandes entreprises font peur, je dirais qu'il y a déjà quelque chose de très instinctif qui est que même si on oublie complètement la question environnementale, aujourd'hui, les grandes entreprises ont complètement perdu de leur prestige. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était normal pour un étudiant comme moi de rentrer dans un grand groupe et d'espérer monter les échelons en un pour arriver dans le top management. C'était valorisé socialement, c'était complètement admis. Aujourd'hui, même sans référence à l'environnement, les grands groupes ne font plus rêver personne. Enfin, ça a été symbolique, mais je ne sais plus si c'était à HEC ou à ESSEC, mais pour la première fois, il y a 2 ans, moins de la moitié de la promotion et elle est partie dans un grand groupe. Parce que voilà, on a tous regardé la télé, on a tous vu les scandales, le Coca qui favorise l'obésité en Amérique du Sud, les pesticides, les phytotests sanitaires. Enfin, on a tous suffisamment assez en tête les méfaits des grands groupes pour que ça nous rebute instinctivement. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le changement des valeurs telles qu'ils se positionnent, d'où cette question, ce qui va compter demain et quelles sont les valeurs. Si vous voulez poser des questions, c'est évidemment avec grand plaisir, mais j'appelle tout de suite Jean-François Loiseau à bien vouloir venir nous rejoindre pour compléter. Jean-François Loiseau, vous êtes président de la coopérative céréalière Accéréal depuis une dizaine d'années. Vous êtes président d'Intercéréales, qui est une interprofession de la filière céréalière, qui rassemble des producteurs, des collecteurs, des transformateurs, des exportateurs de céréales en France. Et vous êtes par ailleurs agriculteur, vous exploitez 150 hectares de céréales, de betteraves, de soja dans votre ferme. Donc aujourd'hui, lorsque vous venez ici pour justement compléter, nous aider à être dans ce dialogue intergénérationnel où on retrouve à la fois des jeunes activistes, engagés et d'autres acteurs de la société, vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous entendez, par exemple, ce qui a été dit jusqu'à maintenant et en quoi vous avez l'impression que cette conscience a gagné votre secteur? Bon, merci pour l'invitation, déjà. Je suis d'abord agriculteur, avant tout. Et la ferme que je cultive, je l'ai reçue de mon père, qui, lui, l'a reçue de son père. Et j'espère la transmettre à un de mes enfants. Et je pense que c'est très important de parler de notions de transmission,
en améliorant le cadre dans lequel nous travaillons, en donnant du sens un peu au métier que nous faisons, pour être un peu matériel, aux produits que nous travaillons. Bon, moi, je travaille dans l'alimentaire et en ce moment, depuis très longtemps, mais vraiment particulièrement en ce moment, on parle beaucoup d'alimentaire parce qu'il y a des déséquilibres flagrants dans le monde et totalement inadmissibles. Dans beaucoup de pays, on parle beaucoup de la guerre en Ukraine, mais indépendamment des conflits, il y a des sujets alimentaires. Donc c'est très important pour nous et à la limite pour les personnes, les emplois que je représente, toutes générations confondues, parce que nous sommes dans des métiers qui permettent de raconter une histoire. Moi, je crois que c'est très important de raconter une histoire dans un métier. Il faut être bien dans ce que l'on fait. Il ne faut pas arriver au travail en étant mal à l'aise, en ne comprenant pas son patron, que ce soit à la limite une petite entreprise ou une entreprise mondiale trop grande. Moi, je ne sais pas si je suis toujours d'accord, mais je pense qu'on peut comprendre quelquefois ces jeunes générations qui refusent ou qui sentent un éloignement avec les très grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises, moi je représente des entreprises, beaucoup d'entreprises. Ça représente combien d'entreprises à peu près? Combien de à peu près salariés? 1500, mais vous avez des entreprises sans salariés, juste le responsable, l'agriculteur, un artisan qui va fabriquer de la farine. Et puis vous avez des entreprises de quelques milliers de personnes. Et ces entreprises, elles travaillent pour créer de la valeur, elles travaillent pour apporter des produits sains. Et j'insiste, elles essaient de développer des modes, des modèles dans le but d'attirer, d'être attractifs. Je veux dire, dans une boîte, mais il n'y a pas que dans les nôtres, dans les entreprises aujourd'hui, il y a des conditions de travail. On n'est plus dans l'époque de la taylorisation, je veux dire, qui sont plutôt agréables. On a envie d'aller travailler, on a envie d'être en groupe. Moi, je crois que c'est important. Enfin, il ne faut pas être seul dans la vie. C'est terrible d'être seul. Donc là, c'est au niveau humain, vous dites. Oui, le côté humain est très important. Et dans nos entreprises, je ne sais pas comment ça se passe dans les entreprises de produits en gros manufacturés, mais dans nos filières, quand on marie à la fois le côté humain, le sens que l'on donne à la terre que l'on cultive, et effectivement, il faut qu'elle soit en bon état, propre. Le respect, vous parliez de biodiversité tout à l'heure, c'est essentiel. Ça donne quand même un cadre assez attractif. Et moi, je suis assez positif et optimiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, bien au contraire. Et je pense qu'il faut bousculer un peu les choses pour changer les modèles. Mais nous avons la capacité, et nos jeunes ont la capacité à faire évoluer les modèles pour qu'ils soient un petit peu plus justes, un peu plus équilibré, un peu plus respectable. Quelle place vous leur donnez justement aux jeunes aujourd'hui dans ce mouvement à opérer? Puisqu'il y a les jeunes qui, on l'entend bien, veulent faire bouger les choses en restant à l'extérieur du système. Il y a ceux qui ont envie de faire bouger les choses en rentrant à l'intérieur du système. Mais encore faut-il que les entreprises soient attractives ou en tous les cas qu'elles soient en capacité d'entendre le mouvement à opérer. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour entendre le mouvement à opérer en sachant que quand même, quand on est agriculteur aujourd'hui, et je pense que vous le savez 10 milliards de fois mieux que moi, c'est quand même des injonctions contradictoires. C'est-à-dire à la fois, on travaille la terre, on est celui qui est proche de la terre, on est celui qui nourrit la planète, et en même temps, il y a tellement d'écueils qui sont reprochés à l'agriculture aujourd'hui, la façon dont elle a été traitée et dont elle a l'impact que ça a pu avoir sur les populations à l'échelle mondiale depuis 40 ans, fait qu'aujourd'hui, être agriculteur, on est quand même à un carrefour de responsabilités très complexe. Donc, quelle place pour les jeunes là-dedans? C'est une question très longue, mais elle est très bien. Hein. Oui, la réponse va être encore mieux. Enfin, je suis désolé, mais il y a 70 ans à peu près, il faut quand même un tout petit peu regarder dans le rétroviseur. Il a fallu en France, en Europe, parce que c'est un choix. Hein. Après, on peut ne pas être d'accord avec les choix. Il y a un choix qui a été fait, qui était de donner accès à l'alimentation, à la nourriture aux Français, aux Européens, à d'autres. On sort de la guerre, etc.
Et donc, il y a le développement de techniques, la mécanisation. Et donc, les agriculteurs, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la formation, je ne fais pas de syndicalisme, hein, j'essaie de relater les faits, utilisent des techniques parce qu'elles étaient développées, reconnues, agréées, utilisent des techniques pour produire plus, pour donner à manger aux Français. Il y a des Français, au début des années 50, qui avaient des tickets de rationnement, il ne faut pas l'oublier. Et donc ce développement, il s'est fait, et c'est pour ça que le sujet du changement climatique, il est très important. On parle de neutralité carbone, vous avez parlé de biodiversité, c'est très intéressant. Ce développement, il s'est fait avec beaucoup avec l'utilisation du carbone fossile. Le pétrole et tous les usages du pétrole, comme les pots en plastique qui sont sur la table, comme beaucoup de choses qui est fait ici. Nous tous. Voilà, en l'état actuel des techniques, et je dirais que d'une manière générale, la chimie s'est développée un peu parce qu'une certaine croissance, les années 70. Bon, il y a eu un réveil, un déclic, et certainement de mouvements un peu, je vais dire volontairement quelquefois excessifs, ou peut-être pas trop, mais une sensibilisation pour dire, bon, le pétrole, c'est trop, il en faut moins, ça pollue, ça crée des conflits, ça crée des guerres, ça crée des distorsions flagrantes de richesse. Il faut essayer de changer un peu les choses. Bon. Dans nos métiers de l'alimentation, nous y avons cru, nous en sommes complètement convaincus, et nous essayons et nous transformons les modèles. Et c'est pour ça que les jeunes générations, et la jeune génération, elle est très intéressante, mais elle est importante, et Dieu merci, heureusement qu'elle est là. Parce que tout à l'heure, ça me faisait marrer, bon, j'ai un peu plus de 50 ans, donc ça va. Vous parliez de l'homme blanc de 50 ans qui ne voulait pas bouger, mais un peu quand même. C'est 50 ans et plus. Hein. Et plus. C'était pas juste 50 ans. Oui, mais c'était pour rigoler, c'était un peu caricatural. Mais en même temps, il y a cette génération de jeunes de 20 ans, de 30 ans, de l'âge de mes enfants, qui veulent autre chose, qui veut une croissance peut-être plus juste, avec plus d'équilibre, moins de gaspillage, avec, comme ça a été montré tout à l'heure, on évite d'utiliser 2 ou 3 planètes pour passer l'année. On utilise peut-être, après c'est un choix, mais des énergies renouvelables, une meilleure consommation, hein, moins, voilà. Et c'est grâce à la nouvelle génération. Et dans nos entreprises, moi je le fais, dans nos entreprises, nous avons des objectifs très clairs de neutralité carbone, de biodiversité, de réintroduction un peu d'un paysage. Qu'est-ce que vous avez fait changer justement dans vos modèles pour, Alors, parce que maintenant qu'on entend justement le consensus sur le constat, d'une certaine façon, en quoi, avec une filière comme la vôtre, vous arrivez à fédérer toutes ces entreprises, ou en tous les cas, à essayer de réorienter un paquebot qui avait, comme vous l'avez écrit avec le poids de l'histoire, qui allait dans une direction, et de changer de cap? Alors, il y a plusieurs écoles, mais nous sommes assez partisans plutôt du fait qu'il faille embarquer les gens, s'écouter, se comprendre, quelles que soient les générations, quelles que soient les couleurs, quels que soient les modes de vie, et regarder ensemble quelques objectifs très clairs. C'est-à-dire, oui, le sujet alimentaire est un sujet essentiel partout dans le monde, hein, et il est traité de façon inégale suivant les régions. Il faut traiter ce sujet alimentaire non pas en détruisant la planète, mais plutôt en la préservant. Les technologies nous aident, parce que je pense qu'il faut parler de technique, ce n'est pas un gros mot. Préserver la qualité des sols, utiliser des technologies qui font de plus en place à la biologie, au respect de la terre. Et donc les agriculteurs, les entreprises qui transforment les céréales, les entreprises qui vont vendre des produits alimentaires en France ou à l'étranger, se fixent des objectifs de réduction de l'impact carbone, de développement de la biodiversité, etc., etc., etc. Donc nous nous sommes inscrits sur une échelle de temps. Nous nous sommes fixés comme échelle 2030. Alors je ne sais pas si c'est radical, violent, assez, pas assez, mais je dirais que ça part déjà d'un objectif. Si nous pouvons faire mieux avant, nous ferons mieux avant, mais... Et d'ici 2030, c'est quoi votre objectif? La trajectoire est là. C'est neutralité carbone.
par 2030. exemple, dans les techniques agricoles, le chemin est long à faire parce que nous pourrions ne rien faire, c'est-à-dire on va moins produire, on va penser à notre petit écosystème très occidental ou très urbain. Non, il faut une alimentation de qualité, saine, pas trop chère, j'insiste. Et donc il y a des travaux à mener pour utiliser moins de chimie. Vous voyez, c'est comme pour la santé humaine. On fait souvent moi je fais souvent l'analogie, la comparaison avec la santé humaine. La santé humaine, il y a 25 ou 30 ans, c'était que de la chimie à fond. C'était que des antibiotiques. Bon, et puis il y a eu un déclic, un réveil. Et aujourd'hui, et j'espère que ce sera de plus en plus, c'est un petit peu de tout. Un peu de chimie de temps en temps, parce qu'il y a des traitements très précis à faire, qu'il y a des maladies très graves sur des êtres humains, mais de plus en plus d'autres choses. De plus en plus de traitements un peu alternatifs. Eh bien, la santé des plantes, parce qu'utiliser la chimie en agriculture, je parle de ce que je connais, je ne connais pas tout, c'est permettre aux plantes d'être à peu près saines, parce qu'il y a des mycotoxines, parce qu'il y a des insectes qui détruisent. Et ça permet, avec des technologies de biologie, d'agriculture biologique, de technique du sol, d'arriver à des objectifs de neutralité carbone. Voilà. Alors, c'est peut-être bien, ce n'est peut-être pas assez, mais voilà ce que nous faisons, entre autres. Est-ce que vous voulez réagir, puisqu'on est là aussi dans cette question d'un dialogue intergénérationnel, si la salle veut poser une question? Jas, une réaction, Olivier? Moi, je veux bien une question là-dessus. C'est pas du tout une attaque, je suis très content d'entendre que vous travaillez sur la neutralité carbone, etc. Il me semble quand même l'autre gros défi de l'agriculture aujourd'hui, c'est la biodiversité, enfin, vous l'avez évoqué. Comment est-ce que vous comptez progresser de ce point de vue-là? On entend souvent que pour que l'agriculture soit moins néfaste pour la biodiversité, il faudrait peut-être des parcelles plus petites, plus de variétés, autant de choses qui sont économiquement problématiques pour les agriculteurs. Est-ce que vous travaillez dans cette direction-là aussi ou pas? Alors oui, tout à fait. Alors une fois que j'ai dit oui, voilà. Alors il faut voir d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous voulons aller et dans quel temps. Le sujet de la biodiversité, il est très intéressant parce qu'en fait, il remonte. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, donc je vais répéter ce qu'on m'a dit. Il remonte dans les années 85, 87. En fait, ça s'est passé en Allemagne. Et en Allemagne, il y a eu des grandes zones qui ont été un peu cristallisées, sur lesquelles il a été fait des comptages ou des pesées de relevés de biodiversité, faune et flore. Une vingtaine de places sur tout le pays. Et effectivement, il a été remarqué que suivant la taille des parcelles, comme vous venez de le dire, le bois, les cultures, les arbres et tout, il y avait plus ou moins des présences d'insectes ou de faune et de flore, pardon, qui se développaient. Et c'est vrai que l'utilisation de la chimie, quelquefois, a nuit. Alors, pas à tout, faut pas non plus être excessif, faut pas être radical. Moi, je suis pas radical. A nuit partiellement à une certaine forme de biodiversité, c'est clair. Je vais vous donner un exemple. Il y a certains insectes dits auxiliaires, c'est-à-dire plutôt bons pour la nature, qui, dans le cadre de certaines parcelles, attention, on n'est pas sur des sujets de 15 ou 20 hectares. En Allemagne, c'était des champs de 400 hectares, 500 hectares. Donc l'insecte, il se promenait au-dessus du champ et il n'avait pas de relais pour se poser. Donc ça venait pas d'un traitement chimique, le fait qu'il mourait, l'insecte. C'est parce qu'en fait, il n'avait pas une base pour se reposer, pour boire, pour manger, pour repartir. Et comme les champs étaient trop grands, 400-500 hectares, les insectes, paf, ils mouraient sur place. Et donc, il y a des idées qui ont été mises en place, qui sont travaillées, vous venez de l'évoquer, ou peut-être des bandes de taillis qui se mettent pour permettre aux insectes de se déplacer sur 4 ou 500 mètres ou 3 km, vous voyez, mais pas au-delà de très grandes distances. Donc oui, il y a des travaux. Et par exemple, dans notre filière et dans nos entreprises, en tout cas celles que je connais bien, nous travaillons avec les agriculteurs, entre autres ma pomme, mais nous sommes plusieurs centaines à le faire, à réintroduire des haies, de la biodiversité, pour permettre à ces insectes auxiliaires de se réimplanter. Et ce qui est assez bien, c'est que en fait, il y a beaucoup d'insectes intéressants pour combattre les nuisibles. Donc, enfin, je veux dire, il y a tout ce travail à reprendre. Il ne faut pas voir le monde en noir tous les matins ou en sombre. À nous de reprendre un peu ces sujets-là par le haut et de montrer que nous sommes capables de relever les défis
écologique, alimentaire et de transmission pour nos enfants. J'ai une réaction, une question, un échange. Oui, enfin, je rejoins partiellement ce qui est dit dans le sens où effectivement, on peut dire que peut-être la chimie un jour est parvenue à aboutir à des résultats concrets, mais c'est vrai que, de mon point de vue, après tous les scandales qui ont éclaté, notamment, on pense évidemment à Monsanto et à ces divers pesticides, herbicides, insecticides, etc., que c'est très lié en fait à tout ce qui est homogénéisation des cultures. On va planter des hectares de maïs, de céréales, etc. Donc c'est vrai que même s'il y a des efforts qui sont entrepris de la part des grands exploitants, d'un côté, il y a par exemple le quinquennat de Macron qui a montré notamment, et à travers notamment la PAC qui a été renouvelée il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quand, que finalement, ce qu'ils veulent, eux, sous la pression incessante du lobby de l'agriculture, de la FNSEA, que c'est une agriculture entièrement machinisée, où finalement, on a envie de la gérer avec des tableaux tactiles. Voilà, on envoie des machines là, et finalement, en réduisant de plus en plus la population des agriculteurs et des agricultrices, parce que finalement, on n'en parle pas assez des petits agriculteurs qui sont tétanisés et ont la boule au ventre tous les soirs, parce que y en a qui typiquement travaillent peut-être 60-80 heures par semaine pour 500 € par mois. Donc voilà, c'est aussi les prendre en compte. Sinon, si je peux faire un lien avec la jeunesse, c'est que dans les années à venir, il y a 2/3 des exploitations agricoles qui vont se libérer parce que les anciens agriculteurs vont partir à la retraite. Donc moi, je pense que c'est une énorme opportunité pour la jeunesse de se réapproprier justement et essayer de collectiviser ces grands domaines pour justement sortir en fait d'un cadre un petit peu entrepreneurial de l'agriculture où on va avoir un rapport hiérarchique avec un manager, etc. Non, ce qu'on veut essayer de dire, c'est que tout le monde a droit à la parole, tout le monde peut gérer comme un patron l'aurait fait à sa place de salarié, la coopérative qui serait créée là. Donc moi je serais plus dans cette optique-là où on a une gestion assez horizontale de ces fermes et aussi une optique beaucoup plus effectivement en phase avec le vivant où on sera effectivement dans des plus petites parcelles. Donc il faudra vraiment renoncer à ces énormes cultures qui sont faites pour produire et pour servir un système qui est consumériste, et je le redis, c'est-à-dire que Dominique Bourg va venir tout à l'heure, je pense, et il avait expliqué, il est là, bonjour monsieur Dominique Bourg, c'est que l'écologie n'est pas totalitaire et autoritaire, il faut sortir de nos modes de consommation, c'est-à-dire qu'il va leur faire des sacrifices évidemment, mais se dire que consommer moins, ce n'est pas forcément un sacrifice, c'est au contraire, il faut l'aborder avec joie et avec plaisir, parce qu'on va apporter que du bien finalement, autant entre nous, et de la joie, et également pour la planète, pour la Terre, qui saura nous le rendre en retour. Merci Jas. Une autre remarque que j'aimerais faire, c'est que je suis certes très content d'apprendre qu'il y a des progrès importants qui ont été faits ces dernières années sur ces problématiques-là, mais quand même l'objectif est quand même immense. Enfin, le défi est grand. Le défi est immense. Le chiffre que j'aimerais rappeler au public, c'est que certaines études montrent qu'en gros, on a perdu quelque chose comme 80% des populations d'insectes en masse en Europe, dans les zones rurales, en 30 ans. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 5 fois moins d'insectes dans nos campagnes qu'il y a 20 ans. Et avec ça, il y a 30% d'oiseaux en moins parce qu'ils se nourrissent d'insectes. Enfin, on est quand même à un niveau de dégradation qui est assez impensable et ça va demander beaucoup de travail en plus très subtil, comme vous le dites, pour réussir à inverser cette tendance. Jean-François Loiseau, et on appelle Anne-Sophie Nouvel à nous rejoindre, mais il y a 3 points qui sont abordés là. Si vous voulez, pas forcément rapidement, parce que ça fait sens. Non, mais rapide. Depuis 30-40 ans, il y a un fait, c'est l'urbanisation. Tous les 10 ans, il y a un département, la valeur d'un département en moins en surface agricole, à cause de l'urbanisation, des supermarchés, des routes, des ronds-points. Excusez-moi, artificialisés, vous avez raison. Ça, c'est pas le fait des agriculteurs. C'est le fait du schéma économique que nous avons voulu. Entre autres, l'eau qui court partout sur les trottoirs, dans les rues, tout ça. Un tiers de l'eau qui part dans la nature. Exactement. Ouais. Et problème donc, de canalisation. Les oiseaux n'aiment pas le béton, ils n'aiment pas le goudron. Les oiseaux sont à la campagne. Et c'est vrai que comme on a de plus en plus de béton et de goudron, on a de moins en moins d'oiseaux sur ces zones-là. Enfin, l'oiseau, il n'est pas con. Là, c'est un peu, il va à la campagne. Beaucoup, là. Ouais. Non, je trouve que c'est quand même beaucoup du fait de la pollution.
des produits chimiques, etc., qu'il y a une chute des populations d'insectes et des oiseaux. Enfin, moi, quand j'étais petit en Normandie, je pêchais l'écrevisse à la main. Ouais. Il y a eu une pollution par les nitrates successives, il n'y a plus rien. Donc, Oui, alors, je vais pas dire- Non, mais Après, c'est pas de la faute des villes si conjonction de l'agriculture facteurs. a Non, détérioré les campagnes quand même. Là, c'est On peut compliqué à dire qu'on a un entendre. peu raison ou un peu tort tous les deux, mais ce n'est pas Vous blanc voulez, ou noir, pareil. Bon, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Pendant 15 ans, j'ai été producteur d'asperges vertes. Hein, c'est très bon, les asperges vertes, c'est très sain, elles étaient hyper nature. Il faut entre 4 et 5 personnes à l'hectare. J'en avais 5 hectares, hein, c'est pas gros. 4 à 5 personnes à l'hectare tous les jours pendant 2 mois, de 6 h du matin à midi pour les ramasser. Parce que pour qu'elles soient bien fraîches, faut les ramasser le matin, tout ça. C'est terrible, la main-d'œuvre. Moi, je suis d'accord pour embaucher, j'adore. Et le lien humain, il n'y a pas mieux pour transmettre le métier, partager, enfin, franchement. Mais dans des métiers très difficiles, c'est compliqué, la main-d'œuvre. Je vous le dis très sincèrement. Moi, je rêverais d'avoir plus de monde. Alors, il ne faut pas être le machiniste, mais je suis complètement d'accord avec vous, le machiniste. Mais il rend service, vous voyez. Les éleveurs, indépendamment de l'intensification ou pas, quand vous avez des vaches laitières, que vous devez aller à 1500 mètres d'altitude faire la traite des vaches avec votre camionnette et la petite citerne 2 fois, ou quand bien même ce serait 1 fois par jour, c'est un boulot de dingue. C'est un boulot très dur. Donc, à un moment donné, moi, je pense que là encore, il ne faut pas être binaire. Nous avons un peu besoin de mécanisation, d'automatisation. Il ne faut pas être excessif, je suis d'accord. Moi, ce que j'essaie, moi je suis très content d'être là, sincèrement, c'est d'essayer de partager avec vous qu'il y a des défis énormes. Je pense que nous pouvons les relever, alors chacun sa méthode. Quelquefois, il y a besoin de révolution pour changer des modèles politiques, il faut bien les voir. Quelquefois, il faut résister. Nous en avons la preuve depuis 3 semaines en Ukraine et il faut résister absolument. Mais en tout cas, les professions que je représente, et j'en suis un agriculteur, travaillons pour avoir cette moindre pollution. Moi, j'ai envie de transmettre à mes enfants, et je sais que je vais y arriver, un système qui sera beaucoup moins dépendant de la chimie. Mais il n'y a pas photo. Enfin, attendez, l'utilisation de la chimie en agriculture, je vais me répéter, c'est comme pour la santé humaine, mais moins je l'utilise, entre guillemets, mieux je me porte. C'est pas qu'une question de santé, c'est une question d'argent, puis de bien vivre aussi. Et donc, nous sommes aussi nous avons des métiers, et vous en faites partie aussi, où nous voulons un peu améliorer les modèles. Et ça me paraît tout à fait normal que d'une génération à une autre, nous essayons d'améliorer finalement le modèle de vie, de croissance. Moi, j'ai quand même envie d'avoir des enfants et des petits-enfants pour que chacun avance sur cette terre. Enfin, je veux dire, nous avons la chance d'être plutôt bien ici, globalement. Il faut que ça dure. Merci Jean-François Loiseau. J'appelle tout de suite Anne-Sophie Novelle à venir nous rejoindre. Matrioshka. Anne-Sophie Novelle, vous êtes journaliste spécialisée dans les alternatives écologiques. Merci d'être avec nous, alternatives écologiques et sociales, dans les médias et leur traitement des questions environnementales. Et vous avez fondé Place to Be. Anne-Sophie Novelle, par rapport à tout ce qui se dit là, il y a un truc, il y a quelque chose qui est intéressant. On sent une perspective commune, mais des narrations différentes et des façons d'épouser un même sujet, de façon totalement différente. Vous, aujourd'hui, ce sujet d'accompagner le changement par la narration est quand même central, et je voudrais avoir votre regard, votre écoute par rapport à tout ça. Si vous voulez un micro, c'est possible. Il n'y en a pas un par là? Merci beaucoup. Je vais juste faire un petit préambule, Sandra, il ne faudra pas m'en vouloir. Quand je suis arrivée il y a 2 heures, vous m'avez expliqué que le monsieur qui est ici, avec Intercéréales, finance en partie le festival. Oui, c'est vrai. Je suis assez choquée parce que ce n'est pas affiché. Je suis venue... affiché partout. J'ai pas vu de logo en tout cas, nulle part. Mais il ne faut pas le prendre contre vous, en fait, parce que je travaille justement sur les récits narratifs, que je suis journaliste et habituée à ce genre de choses, et que j'ai accepté parce que je connais très bien Mathilde Giraud de Grande Contrôle. Ouais. Et qui sait aussi qui étaient les partenaires du festival. Il n'y a pas de souci, absolue. Mais je pense que ce n'est pas forcément évident pour le public. C'est écrit à chaque fois, partout. Moi, je ne l'avais pas vu. Donc, je l'ai constaté. Bien désolée. Et je vous l'ai dit par transparence dès que vous arriviez, comme ça, vous saviez tout. Du coup, je l'aurais su. Je ne sais pas si je serais venue de la même manière, parce que
dans les procédés aujourd'hui que certains lobbies ont pour faire valoir certains messages et s'approprier un discours sur l'écologie, qui est devenu un enjeu que tout le monde s'approprie aujourd'hui. C'est une tactique. Voilà, je vous conseille de lire Les Gardiens de la Raison de Sylvain Laurence, Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, qui expliquent très bien la manière dont c'est fait. Donc m'inviter à venir parler de récit et être mise ainsi dans cette configuration me met mal à l'aise. Je suis un petit peu stressée, je vous le confie. Surtout que je sors d'une grande enquête sur notre rapport au vivant. Ouais. Que ça fait 2 ans maintenant que j'ai été justement sur le terrain, essayer de comprendre quelle était la logique des zadistes, la logique des agriculteurs, des chasseurs, des passeurs de nature, de ces jeunes qui s'interrogent. Je suis passée il y a 10 ans par la même interrogation de savoir si je voulais avoir des enfants. J'en ai 2 maintenant, je suis très inquiète pour la suite. Je suis désespérée et triste de voir les questions qui doivent se poser à 20, 25 ans alors qu'ils ne devraient pas en être là. Et avoir un discours où on continue de nous dire qu'il faut continuer à avoir une agriculture agro-industrielle financée par les fossiles de cette manière-là, sur une table ronde, on aborde ces questions-là, moi, ça me met profondément mal à l'aise. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une guerre. Et depuis le 28 février, les discours, justement, sont de dire il faut accroître la production pour sauver la faim dans le monde. C'est ce qu'on dit depuis toujours. C'est ce qui ne fonctionne pas avec les OGM. Et Emmanuel Macron, qui hier a annoncé son programme, nous dit qu'il veut remettre en cause la politique européenne Farm to Fork, qui a été décidée justement pour essayer de limiter l'usage des pesticides et mettre plus d'agriculture bio. Et sous prétexte qu'il y a une guerre maintenant, on est en train de nous dire qu'il faut se remettre à produire massivement avec des intrants chimiques qui sont produits avec des engrais azotés qui viennent justement du gaz russe et de ces produits chimiques. Donc moi, je suis désolée, je suis scandalisée. Et je ne peux pas faire semblant. Donc j'ai accepté de monter sur scène. Je me suis dit, est-ce que je pars ? Mais je pense qu'il faut être honnête. Et c'est pas juste une histoire de récit. C'est pas juste une histoire de récit. Parce qu'on est dans une guerre de récit aujourd'hui. Cyril Dion le dit depuis 10 ans. Et moi, j'essaye de travailler là-dessus en tant que journaliste et je me dois d'être honnête avec vous. Là, je suis un peu choquée, en fait. Et quand on travaille là-dessus... Ce que je voudrais comprendre, donc le premier point que vous dites, vous êtes choqué du fait que c'est pas assez affiché, le fait que ce soit un partenaire de l'événement. Bon, ça l'est, donc en dehors de ça, il n'y a rien de caché. C'est pas grave, mais bon, quoi qu'il en soit, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de lobby caché, et je suis... Matryoshka, qui est une chaîne indépendante qui se fait toute seule et qui se coproduit, n'a absolument rien de manipulé. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une parole de journaliste à journaliste. Exactement. Et ça, c'est à nous de voir notre vérité. Comme l'a dit Heinz Wiesmann, il y a des vérités qui sont des exactitudes. Il y a différents niveaux de vérité. En tous les cas, c'est la mienne. Et donc j'ai travaillé, ma précédente enquête était sur les médias. Donc je sais très bien aussi de quoi je parle à ce niveau-là. C'est parfait. Alors, c'est tant mieux. Donc vous avez bien compris à quel point il y a une sorte de neutralité et de liberté, de simplicité. Je vous ai dit qui était partenaire. Je vous ai juste dit, comme ça vous le saviez, pour être sûr que comme vous ne l'aviez pas vu, vous le sachiez. Il n'y a pas de sujet là-dessus, je l'ai dit à tout le monde. Sachant qu'on ne s'est pas appelé pour préparer cette table ronde non plus. Écoutez, en effet, on a eu 45 intervenants, je suis désolée, j'ai eu ceux qui m'ont appelé, je n'ai pas eu tout le monde, mais c'est absolument pas grave. Donc dans ce premier souci on nous cache des choses. Là-dessus, je peux vous dire qu'il y a une certaine transparence. Après, ce qui vous met mal à l'aise, c'est probablement le fait qu'on arrive à chercher un dialogue entre personnes qui ne se parlent pas. C'est exactement l'enjeu de ces 4 jours de festival. C'est l'idée et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu une jeune fille de Youth for Climate hier qui était en dialogue avec Jean-Claude Trichet. Il y a eu différents dialogues justement de gens qui ne se parlent pas, où on essaye de faire qu'il n'y a pas que des gens qui sont d'accord entre eux, qui continuent. La question... Si Jean-François Loiseau, en l'occurrence, Intercéréales, Accéréales, intervient ici sur cette table pour discuter avec ces jeunes gens, c'est justement pour échanger. C'est pas pour faire du lobby. Pourquoi est-ce que sa parole serait celle d'un lobby contre une autre qui aurait... Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas des citoyens qui échangeons ensemble avec une salle? C'est pas que je refuse le discours, c'est pas que je discute. Donc qu'est-ce qui vous met mal à l'aise dans le dialogue? Parce qu'en fait, je n'ai pas été informée avant de venir ici que c'était financé par Intercéréales, qu'on est dans une situation de guerre où aujourd'hui les discours sont en train de changer et on est en train de détricoter des décisions qui ont été prises justement pour aller dans le bon sens, et que nous prendre à partie sur scène devant un public, ce n'est pas converser. Si vraiment on veut converser, on prend des rendez-vous. Quand je fais mes enquêtes, je ne vais pas voir que les militants écolos. Vous pouvez lire le dernier Zadig qui vient de sortir. J'ai fait toute une enquête sur les retenues d'eau dans le Marais Poitevin. Qu'est-ce qui se passe dans le Marais de Poitevin? J'habite en Nouvelle-Aquitaine. Donc je sais très bien à quel point
les grandes fermes agro-industrielles de plusieurs centaines d'hectares sont en train de créer ces retenues d'eau parce qu'on a des sécheresses, parce qu'on n'a plus assez d'eau, que ces agriculteurs justement défaut d'un modèle qui va promouvoir la lutte contre la faim dans le monde. On ne connaît pas le cycle de l'eau, donc on fait ces grandes bassines. Les militants sont vent debout. Là, ce matin, ils ont vu qu'il y avait des caméras installées devant chez eux par des militaires pour être surveillés. Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a quand même mis en place la cellule Déméter et qu'on vient maintenant de dire qu'on a reconnu que ce n'était pas normal d'avoir ça dans le pays. C'est juste pour ça que je suis un peu scandalisée et que je préfère le dire, que les gens soient aussi informés. Alors, quand on organise un événement comme ça, je trouve ça important de le dire. Je trouve ça super. Alors dans ces cas-là, si vous refusez de dialoguer en face, si vous voulez, vous pouvez discuter avec la salle. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas coincé dans le dialogue que je vous impose. Quand je fais mon enquête pour Zadig, je vais voir les agriculteurs. J'ai été voir le plus gros agriculteur du Marais poitevin et j'ai été parler avec lui. Je lui ai demandé quel était son modèle. Donc, et je comprends pas le problème, mais beaucoup de bienveillance. Je dis juste que quand on est un média, on a cette responsabilité. Et que moi, j'aurais préféré être au courant, j'aurais préféré qu'on prépare avant et ne pas apprendre que j'ai été invitée par Intercéréales. C'est juste ça qui me gêne. Invitée par Intercéréales, ça fait partie des partenaires, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voulez parler ou pas parler? Et qu'est-ce que vous voulez dire en dehors du fait que vous remettez en cause l'événement par ailleurs? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas que je remets en cause l'événement, Sandra, c'est juste qu'il faut de la transparence. Et que moi, journaliste, on est quand même dans un métier aujourd'hui qui connaît une énorme défiance, d'accord? On se fait accuser en permanence. Quand il y a les gilets jaunes, on se fait taper dans la rue, d'accord? J'ai fait une enquête entière là-dessus pour comprendre pourquoi les médias ne parlent pas plus de climat aujourd'hui. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas plus de climat? Parce que les modèles derrière sont les mêmes, Bolloré et consorts qui possèdent 90% des médias aujourd'hui, font en sorte qu'on n'arrive pas à mieux parler de ces sujets. Les citoyens sont en train de se mobiliser pour essayer justement qu'on parle plus de ces sujets dans les médias. On a une responsabilité en tant que journaliste et notre responsabilité est d'être complètement transparent. Dites-le que vous avez un modèle qui est aussi financé par des marques grises, où vous avez plein de boîtes qui vous financent aussi. Il faut être transparent par rapport à ça. La véritable indépendance d'un média, ça se gagne aussi avec le public. Et si on n'est pas transparent avec le public, on ne peut pas faire de la bonne information. C'est tout ce que je déplore aujourd'hui. Je vous remercie pour la leçon. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que je ne sais pas si ce sponsor a été suffisamment publié. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Juste là, vous accordez beaucoup d'importance à ce que vous considérez comme une compromission. J'ai quand même l'impression que des compromissions, il y en a des beaucoup plus graves qui se produisent tous les jours, à chaque seconde. J'avoue que celle-là, c'est pas une pour laquelle j'estime très important de me battre. Mais voilà, je pense qu'on a beaucoup à perdre. Je pense qu'on a beaucoup à perdre en tant que militant en dispersant un peu notre agressivité sur des gens qui ne la méritent pas forcément. Mais... Alors, pour aller sur votre transparence, on va faire simple. Le modèle économique de l'événement, il est financé à moitié par Ground Control, dont vous connaissez l'origine. Il y a une partie qui est financée par Dunlopillo et le groupe Finadorm, qui est un groupe de petites entreprises françaises. D'accord ? Il y a un petit peu d'argent qui vient de la Fédération des travaux publics et il y a un petit peu d'argent qui vient d'Intercéréales. C'est affiché sur les logos qui sont devant, partout, et même sur le grand panneau à l'intérieur. Maintenant que vous savez d'où vient l'argent, si vous avez quelque chose à dire, c'est avec grand plaisir si vous voulez rebondir sur ce qui s'est dit et sur la question de comment créer un dialogue intergénérationnel, sur la question du prix de la planète, combien ça coûte et qu'est-ce que ça coûte pour chacun d'entre nous d'arriver à finalement dialoguer ensemble pour créer du commun. Si on arrive à le faire, en toute transparence, on le fait. Moi, j'ai aucun problème. Mon propos n'est jamais d'être moi-même dans le combat, mais plutôt dans le débat. J'ai jamais dit que j'étais pas dans le débat. Je suis pas partie. J'ai pas quitté la table ronde. Ça fait 2 heures que j'attends. En fait, je suis montée sur scène juste pour le dire. Et quand monsieur arrive en disant merci pour l'invitation, c'est faux. Et je dis juste, il faut souligner ces choses-là. Et ce n'est pas un... Enfin, je veux dire, je suis déçue que vous disiez ça parce qu'en fait, tout est lié. En fait, on peut pas avoir ce discours en disant aujourd'hui, il faut faire attention, le climat, etc., et ne pas se poser ces questions-là. Elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Et si on n'en parle pas dans le public, on est en train de mentir, on est en train de se voiler la face. Moi, je peux faire autant de récits que vous voulez. Je peux vous faire du journalisme de solution autant que vous voulez. Si on ne s'attelle pas à ça, on n'y arrivera pas. Alors, en même temps, c'est intéressant, je trouve ça hyper instructif ce que vous êtes en train de dire. Vous essayez de démontrer que rien n'est gratuit et que finalement, il faut dire d'où on vient et où on va. C'est un peu le sujet, donc avec grand plaisir. Bien sûr. Maintenant, si vous voulez, on peut alimenter la discussion qui a lieu, ou alors peut-être vous voulez interpeller d'autres personnes et pas parler à Jean-François Loiseau parce que ça vous paraît pas propre. Ok, il n'y a aucun problème. Mais puisqu'on était sur un sujet... Je ne suis pas sur les discussions, mais je suis choquée de ce que j'ai entendu aussi dans le discours. C'est tout. Mais c'est bon, j'ai le droit de le dire. Vous n'êtes pas obligé de...
Non, je suis désolée, on est sur un dialogue. Moi, j'ai aucun problème. Est-ce que vous voulez réagir à l'intervention d'Anne-Sophie Lebel ? Moi, je suis juste pour la transparence, c'est tout ce que je demande. Excusez-moi, madame. Pourquoi je vous ai choqué ? J'ai essayé d'expliquer que nous essayons de travailler d'un modèle qui utilisait la chimie à 100%, sorti de la guerre, à un modèle qui doit sortir de la chimie, qui doit sortir du carbone fossile, étape par étape. Et à l'intérieur de ce modèle, dans ce que je représente modestement, il y a 2000 petites entreprises, c'est l'alimentaire, dans le végétal. Il y a des entreprises qui vont aller vite, d'autres qui vont aller un peu moins vite pour des questions de formation, de moyens, de dimensionnement, de difficultés. Je vous assure, moi, vous avez des enfants, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai aussi, mais sincèrement, quand nous sortirons de ce modèle tout chimique, tout pétrole, je serai aussi heureux que vous. Mais franchement, soyez sûr de ce que je vous dis. Et je vous le dis avec beaucoup de sincérité. Pourquoi vous dites non avec la tête qui fait ça ? Parce que ça fait 10 ans que je fais des enquêtes aussi dans le Bordelais, que je connais très bien le CIVB, qui est donc l'interprofession des vins de Bordeaux, qui n'arrête pas de nous dire qu'ils vont arrêter d'utiliser les produits chimiques. Et ce n'est pas le cas. Et ça continue de progresser. J'arrive pas à entendre ce discours-là, en fait. Et quand on travaille factuellement sur ces sujets, je ne peux pas... Ces affichages-là, parce qu'ici, c'est un affichage par rapport à la réalité des faits. Il y a un hiatus qui est tellement fort que moi, je suis désolée, je sors. Et ça peut peut-être vous déplaire, mais quand on est sur le terrain et qu'on observe ça, on ne peut plus garder son calme. Non mais ok, est-ce que je peux vous inviter à passer une journée sur une ferme, pourquoi pas la mienne, et les travaux menés par nos entreprises ? Je vous invite, sincèrement. Vous savez, je la connais, cette agriculture raisonnée, responsable. Je viens de vous dire, j'ai été faire une enquête sur les bassines dans le Marais Poitevin. J'ai été passer une journée avec cet agriculteur. Et il avait peur d'ailleurs. Je lui ai dit non, moi je veux comprendre votre logique. Et j'ai compris sa logique. Et sa logique, c'était, je fais ce métier, je veux alimenter les pays qui n'ont pas les moyens de s'alimenter. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement en Marais Poitevin ? On arrose, on capture de l'eau qui n'est pas récupérée par l'écosystème. Du coup, il y a une sécheresse monstrueuse. Les petits paysans qui ne font pas partie de ces grandes coopératives agricoles ne peuvent pas s'en sortir. Ça profite à 200 grosses fermes qui représentent plusieurs centaines d'hectares, qui aujourd'hui essaient justement de monopoliser encore plus l'eau pour essentiellement du maïs ou d'autres céréales qui sont exportées pour nourrir du bétail et qui vont nous revenir après. Aujourd'hui, ce que révèle la guerre en Ukraine, c'est que ce modèle-là ne tient plus. On doit absolument chercher notre autonomie alimentaire et énergétique. Et on devrait au contraire accélérer. Et quand j'entends Emmanuel Macron qui affirme tout l'inverse en disant on va détricoter ce qu'on a péniblement atteint en Europe, moi je trouve ça scandaleux. Et je ne peux pas faire autrement que de le dire. Et ça déplaira peut-être à certains, mais quand on doit être honnête, on est honnête. Mais vous avez certainement raison en partie, puis peut-être que moi aussi en partie. Puis je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron, je suis désolé. Franchement, nous avons des objectifs communs. Alors peut-être avec des passions un peu différentes et des chemins de radicalité certainement différents. Mais je vous assure, nous sommes avant tout des êtres humains, des enfants, des pères, des mères, peu importe. Et nous voulons un peu changer le modèle tous. Je vous assure, il y a des agriculteurs qui travaillent, qui font bien le job. Il y a des entreprises qui travaillent, qui font bien le job. Enfin, venez nous voir, venez voir comment nous travaillons, venez voir comment, grâce à la sélection naturelle et non pas les OGM, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous réussissons, pas moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je vois ce que fait, c'est l'évolution naturelle, à avoir aujourd'hui des variétés de certaines espèces qui sont résistantes aux maladies, et ce qui permet de ne plus utiliser la chimie. Mais de grâce, ça existe. Il faut un peu de temps, nous le faisons, peut-être pas assez, et vous avez raison, mais donnons-nous rendez-vous et venez voir ce que nous faisons. Nous ne sommes pas parfaits, vous avez raison. En politique, il n'y a pas que des gens parfaits. Sur la route, c'est pareil. Parmi les philosophes, il n'y a pas que des gens parfaits. Mais sincèrement, venez voir nos travaux. Je vais vous inviter, après la réunion, que vous allez venir me voir. Si vous voulez, mais vous savez, j'ai même été à Monsanto aux États-Unis, à l'entreprise de Monsanto. J'y ai passé une journée. Je sais très bien quel est le discours. Je le connais par cœur. Parce que quand on travaille sur les récits et la narration, parce que j'aimerais boucler là-dessus, on sait très bien quel est le discours. Et c'est juste ça. Et c'est une bataille de récits aujourd'hui. Quand je vous dis, aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, on doit détricoter des récits tenus chaque jour. Madame, mais par plein de gens différents. Je détricote de la même manière les discours des militants. Je ne suis pas Monsanto. Je sais que vous n'êtes pas Monsanto. Nous sommes en France. Nous avons justement voulu qu'il n'y ait pas d'OGM en France.
Nous sommes en France. Et je ne dis pas que le travail que je fais est parfait. Je dis que j'essaie de mieux faire aujourd'hui qu'hier en fonction des techniques. Et nous y arriverons. En tous les cas, ce qu'on entend au travers de tout ça, c'est qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à s'entendre. Et je vous propose, si vous voulez bien, de vous remercier, chacun d'entre vous, pour accueillir dans un instant Dominique Bourg. Mais je vous propose d'abord une petite pause de 2 minutes pour que je respire. Merci. Merci. Matrioshka.